Mothra contre Godzilla est un film de Inoshiro Honda et de 1964. C'est un Keiju Eiga. Le Keiju Eiga, c'est quoi? Ça veut dire en japonais film de monstre. Le premier film de monstre, c'est Godzilla, lointain descendant de King Kong, qui a un succès phénoménal. Il est méchant, il est né du péril atomique, il veut tout détruire. Et puis il va devenir gentil, car entre-temps, les enfants s'y sont attachés, ils ont acheté les jouets Godzilla. Et donc Godzilla va devenir une espèce de créature poétique, gigantesque certes, qui peut faire n'importe quoi. Affronter des poubelles géantes, des mythes géantes comme ici, des langoustes géantes, les histoires deviennent de plus en plus baroques. Et le premier film où il a affronté un autre monstre, c'était Mothra contre Godzilla. C'est un film de Inoshiro Honda, donc un grand metteur en scène japonais qui a fait du Keiju Eiga toute sa vie, mais aussi du cinéma d'horreur magnifique, voire Matango, et qui à la fin sera l'assistant de Kurosawa malade pour ses derniers films. Un metteur en scène tout à fait passionnant, à la fois naïf et en même temps très très habile. Dans ce film-ci, les stars, à part les monstres bien sûr, ce sont deux jumelles qui s'appelaient Emi et Yumi Ito, qui faisaient partie d'un groupe pop japonais, les Peanuts, et qui vous verrez vivre dans une espèce d'île féerique où tout est merveilleux. Heureusement, Mothra va venir défendre l'île. Vous allez voir donc un film qui est à la fois un collage poétique très étonnant. On retrouve l'île de King Kong, un Keiju Eiga avec des monstres qui se battent, des villes qu'on détruit, et en fait un grand moment de poésie extraordinaire. On peut dire que si Méliès avait fait du cinéma dans les années 60, peut-être bien qu'il se serait appelé Inoshiro Honda. Godzilla! Il y avait eu auparavant un film qui s'appelait Mothra, qui était donc un film qui nous présentait un nouveau monstre dans la galerie des monstres de la Toho, qui est une mythe géante, sous ses deux formes, la forme larvaire et la forme de larges papillonacées. Et donc, Godzilla va affronter Mothra. L'intérêt de ce film, dans la série, c'est qu'il résume, au fond, les 10 années qui viennent de se passer entre 54 et 64, c'est-à-dire, le personnage de Godzilla est maintenant récurrent, populaire, mondialement connu. On va lui faire affronter systématiquement des dangers, ce qui veut dire aussi que la nature de Godzilla a changé. Il ne va plus être une menace pour le Japon, il va protéger le Japon d'une menace qui chaque fois sera nouvelle. Autrement dit, de danger, il est devenu vengeur et l'incarnation du Japon. C'est en particulier très clair et assez unique dans la série, dans Mothra contre Godzilla, le lien est fait entre la population la plus primitive du Japon, celle qui correspond à sa période de création du Japon, c'est cette population tribale, et Godzilla, qui va protéger le Japon fondamental, le Japon traditionnel. Immanquablement, s'il doit continuer à exister, il faut qu'il soit rangé du côté de l'ordre, de façon que l'imaginaire du désordre puisse jouer à son tour. Et dans Mothra contre Godzilla, il y a en effet ce retournement. Alors, à partir du moment où c'est un personnage d'ordre, il devient un personnage éducatif. C'est-à-dire qu'il permet, pour des gens qui doivent avoir des notions simples de ce qu'est l'ordre, il permet de faire passer cette notion de façon très simple. Il est donc destiné relativement naturellement aux enfants. Et les producteurs ont très vite compris que Godzilla étant du côté de l'ordre, les enfants pouvaient fonctionner puisqu'ils étaient satisfaits sur les deux plans. D'une part, ils avaient un monstre avec toutes les destructions que ça peut entraîner, etc., etc., et en même temps, être rassurés à la fin parce que ce monstre est du côté de l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre de papa-maman, de la banque, de l'armée, de la police, de l'État, de l'école, de l'appareil d'État. Au Japon, cette chose-là n'est pas du tout indifférente, c'est un pays fondé sur la hiérarchie et l'ordre. Donc la dégénérescence, si on peut le caractériser comme une dégénérescence, cette dégénérescence était à peu près inévitable, beaucoup plus inévitable qu'elle ne l'était aux États-Unis, où il n'était pas évident que King Kong, de grandes forces anarchistes et libertaires, devienne, quelques années après, au fond un nounours qui sauve des enfants des incendies. Les producteurs ont très bien senti là que, par contre, l'imaginaire du désordre pouvait tout à fait se développer et Godzilla va affronter des monstres de plus en plus rigolos, si on peut dire, et de plus en plus mettre les enfants de son côté. Le
principal exemple, c'est le fils de Godzilla, où Godzilla aura un petit-fils très amusant, qui ressemble à une petite poupée, qui émet des petits ronds de fumée avec un petit cri. Et là, la bascule est totale. Dans Mothra contre Godzilla, elle ne l'est pas encore. Dans le fils de Godzilla, la bascule sera totale et Godzilla sera devenu un énorme nounours. Attention, flash spécial, flash spécial. Mon Dieu, c'est Godzilla! Ce matin à 10h, Godzilla, le monstre atomique, est apparu à Kurada Beach. Il se dirige à présent vers Yokkaichi et Nagoya. N'éteignez pas vos radios ou vos postes de télévision. Nous vous tiendrons informés des mesures d'évacuation. C'est vrai que dans ces films de genre, de films de monstres, Kaiju Eiga au Japon, le film de monstres, qui est un genre à part entière, il y a une certaine qualité formelle en dessous de laquelle on descend très rarement. Ça tient moins à la qualité propre des metteurs en scène qu'au système de studio lui-même. C'est-à-dire que les caméramans, les maquilleurs, les gens des effets spéciaux, les scénaristes, etc. sont sous contrat. Ils travaillent à l'année, ils travaillent tout le temps. Et donc il y a un savoir-faire en dessous duquel on ne descend pas. Ça, c'est l'avantage incontestable du système de studio. Si on se dit quelqu'un qui fait un match de foot tous les 5 ans, on voit bien qu'il ne peut pas devenir un grand joueur de football. Si quelqu'un joue toute la journée au football, il peut devenir un joueur de football. Il ne le deviendra pas forcément, mais il peut. Pour les gens qui font du cinéma, c'est la même chose. Avec le système de studio japonais, c'est-à-dire hérité et construit en grande partie sur le modèle hollywoodien, avec une caractéristique différente qui est un respect plus profond de l'autorité, et en tout cas une autorité plus cassante, plus stricte. Avec ce système, les gens travaillent à plein temps. Akira Ifukube, le compositeur de la musique, compose pas seulement pour la série Godzilla, il va composer pour d'autres séries, pour d'autres films. Tsuburaya, aux effets spéciaux, travaille à plein temps, il peut inventer, il a le temps, il est sous contrat. Et ainsi de suite. Et c'est vrai à un point tel qu'on trouve, par exemple dans le premier Godzilla, il y a Takashi Shimura, qui est un grand acteur chez Kurosawa, et il y a sans arrêt des vases communicants. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du studio, les comédiens et les techniciens vont sur un film de Kurosawa, demain sur un film d'Inoshiro Honda, demain sur un film de Nakagawa. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de faire des films plutôt que d'être sur tel ou tel film. Et par conséquent, il y a un savoir-faire, quoi. Ce qui ne veut pas dire que les films deviennent géniaux. Mais il y a un niveau formel, en effet, en dessous duquel on ne descend pas, et qui fait qu'aujourd'hui, ces films résistent bien à l'épreuve du temps. Parce qu'ils sont bien fichus. Ils sont très bien foutus. Et ça, tous les films de studio, et en particulier les films de genre faits par le système des studios, c'est une caractéristique qui n'est pas propre aux films de genre japonais, qui est propre aux films de studio. C'est-à-dire qu'en général, il y a une qualité minimum. Il se dirige vers l'œuf. Ce serait terrible si ce monstre le détruisait. Mothra contre Godzilla, on peut le regarder aujourd'hui. On peut le regarder en famille, on peut le regarder avec les enfants. On est toujours émerveillé, on s'amuse. On s'amuse, on est intéressé, on est surpris. On voit des images qu'on n'a jamais vues auparavant si on ne connaît pas le film. Que voulez-vous demander de plus ? Je ne demande pas au cinéma de remplacer mes lectures, de remplacer ma culture, de me rendre plus intelligent forcément. Le cinéma se justifie parfaitement si quelqu'un a fait une œuvre de divertissement et une œuvre d'imagination qui supporte d'être revue 40 ans plus tard.